donc du département de l'emploi de la région wallonne. Donc, je suis là maintenant depuis 17 ans dans ce département. Et donc, c'est vrai que c'est un département, c'est une matière assez particulière, vu qu'en fait, il y a des côtés très humains, bien entendu, mais donc on est dans la migration économique, donc c'est quelque chose qui peut être aussi stratégique. Vous allez voir, c'est une matière qui a des connexions avec beaucoup d'autres choses, évidemment, parce que donc, ici, nous sommes au niveau régional, mais on a également des connexions avec les autres pouvoirs. Donc, voilà, on essaie de faire tourner ça d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est aussi une matière qui voilà, on est assez proche, je pense, de notre public. Donc, contrairement à d'autres administrations, on discute directement avec les gens qui sont concernés. Et donc, ça veut dire aussi que dans un certain nombre de cas, on a tout à fait la réactivité, je dirais, de secteur privé, parce qu'en effet, on est bien conscient de l'importance des choses. Et donc, on a beaucoup de dossiers. Et voilà. Et donc, on doit aussi répondre assez rapidement. Donc, on a aussi un pouvoir de délégation de signature qui descend très bas et donc qui nous permet aussi de décider assez rapidement d'un certain nombre de choses. Donc, maintenant, je vais essayer de vous partager mon écran pour afficher la présentation. Donc, on va essayer. On voit déjà le... Voilà. Vous avez la présentation, OK. Oui. Vous avez la page d'accueil ici ou vous avez plus loin, non? Là, on a le cadre institutionnel et légal. OK, donc... attendez, je vais revenir en arrière, donc voilà, attendez. Donc voilà, OK. Voilà, donc je vous ai dit, la matière est un petit peu complexe. Donc le cadre institutionnel et légal, en fait, la matière est partiellement régionalisée. Donc, moralité, donc, et en plus, notre matière doit être relativement coordonnée de façon étroite avec le séjour. Et donc, ça veut dire que ça se présente concrètement de la façon suivante. Le droit des personnes qui sont présentes en Belgique pour une autre raison que le travail, donc le droit de ces personnes-là pour le travail est toujours une compétence fédérale. Donc, par exemple, typiquement, les personnes qui sont ici en tant qu'étudiants, vous avez un droit au travail en tant que travailleur étranger, et ce droit est prévu par une loi et un arrêté royal. Si c'est pour la migration économique effective, donc là, au contraire, ce sont en principe des gens qui sont à l'étranger et pour lesquels une entreprise estime qu'elle n'a pas le personnel suffisant que pour le gérer. Et donc, elle va demander à essayer de faire venir une personne identifiée comme telle de l'étranger pour qu'elle vienne travailler en Belgique. Et là, on est typiquement, c'est de la migration économique. Et donc là, nous sommes en droit, l'administration régionale wallonne et les autres administrations régionales pour leur territoire de compétences sont donc compétentes pour décider du droit au travail. Et ce droit au travail, en principe, doit être coordonné avec un droit au séjour qui, lui, relève de l'Office des étrangers. Alors, concrètement, par rapport à cela, vous avez un cadre institutionnel et légal qui a dû être mis en place. Et donc, ça s'est concrétisé. Donc, vous allez voir, c'est un modèle d'une certaine complication belge. Donc, il y a tout d'abord un accord de coopération qui a été conclu le 2 février 2018 entre les trois régions, la communauté germanophone qui est aussi compétente sur ce territoire, et je dirais le pouvoir fédéral et ses divers avatars. Il y a donc cet accord de coopération d'exécution qui a quelque part une force de loi, et alors ce qui a l'équivalent d'un arrêté royal, c'est ce qu'on appelle les accords de coopération d'exécution. Et donc là, on a déjà trois accords de coopération d'exécution, dont le dernier notamment est intervenu le 5 mars de cette année-ci. Donc par rapport à cela, il y a donc une loi séjour qui va donc donner toutes les informations quant au séjour des personnes. Donc c'est la loi du 15 décembre 1980 qui est changée au moins une fois. De toute façon, l'arrêté est changé au moins une fois par mois d'une façon ou d'une autre. Il y a donc le SPF emploi, donc le ministre de l'Emploi, est en charge de tout ce qui est le droit au travail des personnes dont le séjour est connu en Belgique. Et donc, la loi du 9 mai 2018, non, je pense que c'est une erreur, donc non, c'est bon, j'ai rien dit. Et donc, c'est l'arrêté royal qui, lui, date du 2 septembre 2018. Donc, ce sont des dispenses liées au séjour, ce sont des dispenses fédérales. Je vous dis celle que vous connaissez peut-être, c'est en effet la dispense pour les personnes qui sont ici comme séjour étudiant, qui peuvent en principe travailler 20 heures semaine en plus de leur activité étudiante. Alors, donc, les différentes administrations régionales, les différents pouvoirs régionaux ont développé leur
réglementation, qui en fait n'est pas très différent d'une région à l'autre, puisqu'en fait, la régionalisation date de la 6e réforme de l'État en 2015. Et donc, on a tous repris donc l'arrêté, la loi du 30 septembre 2009, non, de 1999, pardon, non, du 30 avril 1999, et on va y arriver. Et par contre, on a fait un nouvel arrêté spécifiquement wallon. Alors, à côté de ça, il y a bien entendu des décrets d'inspection, notamment régionaux. Donc voilà, vous trouvez déjà ici avec une dizaine de références légales. Et donc, pour bien examiner le droit au travail et savoir comment ça fonctionne, il faut également un petit peu jongler entre ces différentes choses, ce qui est bien entendu le cas chez nous. Alors, un des principaux textes donc, qui directement indique quel est le droit au travail des personnes, c'est l'arrêté royal du 2 septembre 2018 qui va donc dire quel est le droit au travail de personnes présentes en Belgique pour un autre motif que le travail. Alors, ça couvre l'une ou l'autre dizaine de catégories. Donc, typiquement, c'est le droit des personnes présentes en Belgique pour un autre travail, mais également la nationalité, je dirais, est visée par ceci. Donc, notamment, tous les ressortissants de l'Union européenne et leurs conjoints sont dispensés de permis de travail sur base de leur titre de séjour, voire même sur base de la situation de droit qui est la leur en tant que citoyen de l'Union européenne. Et donc, il y a une série d'autres situations, par exemple, de la famille, donc les porteurs de documents délivrés par les affaires étrangères, donc le personnel de l'ambassade, leur famille éventuellement, les personnes, les apprentis, tout ce qui est donc les réfugiés reconnus sont également dispensés d'autorisation de travail, les étudiants des étudiants d'origine étrangère hors Union européenne, mais qui font leurs études dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et la Suisse, mais qui viendraient faire leur stage en Belgique, sont également dispensés de permis de travail, d'autorisation de travail. Donc voilà, il y a également les bénéficiaires d'accords vacances-travail. Donc tout ça se trouve, je ne vais pas les détailler tous, mais tout ça se trouve donc détaillé dans l'arrêté royal du 2 septembre 2018. Donc pour les étudiants, comme indiqué, donc il y a un droit au travail illimité, mais maximum 20 heures par semaine, parce que pour les étudiants, leur activité principale, c'est bien entendu d'étudier, donc ça ne doit pas être un prétexte. Et donc pour le travail, donc le droit est limité à 20 heures par semaine. Pendant l'année scolaire, pendant les vacances scolaires, les étudiants peuvent en effet travailler à temps plein, voire même au-delà, comme n'importe quel ressortissant belge. Alors, le gouvernement wallon, donc je vois qu'il y a une petite erreur, ce n'est pas l'arrêté du gouvernement wallon du 16 mai, mais bien du 6 mai, mais bien du 16 mai 2019. Donc, on prévoit toute une série de dispenses régionales. Donc, ces dispenses d'autorisation de travail, elles, donc, ne sont plus basées sur le séjour, mais basées sur la situation de travail. Donc, ça concerne notamment toute une série de personnes dispensées de la déclaration Limosa. Donc, vous savez peut-être, la déclaration Limosa, c'est une déclaration que doivent faire tous les travailleurs étrangers présents en Belgique. C'est une espèce d'équivalent de la DIMONA. Et donc, un certain nombre de gens sont dispensés quand même de la dispense Limosa. Donc, typiquement ici, les chauffeurs de camions, imaginons un chauffeur de camion ukrainien qui va de Belgique en France, qui passe de l'Allemagne vers la France en passant par la Belgique. On ne va pas lui demander d'aller faire des formalités complètes. Donc, il est de facto dispensé d'autorisation de travail et de cette fameuse autorisation Limosa. C'est également le cas pour des gens qui viennent faire des réparations urgentes, des gens qui viennent assister à des congés scientifiques, etc. Donc, là, il y a en effet une série de dispenses visées à l'article 15 de notre arrêté du gouvernement wallon, mais qui sont plutôt détaillées en fait dans l'arrêté Limosa, puisque notre texte fait référence directement à cet arrêté Limosa, et, comme le font d'ailleurs toutes les administrations régionales. Il y a également un autre article qui est à l'article 15, donc le 15 alinéa 2, paragraphe 2 plutôt. Et en fait, là, c'est une série d'autres dispositions. Donc, la principale, c'est ce qu'on appelle la liberté de service, donc la directive Bolkestein, dont on a parlé il y a une quinzaine d'années. Donc, en fait, il y a une liberté de service, c'est-à-dire qu'une entreprise, imaginons une entreprise italienne qui vient faire un travail en Belgique, elle vient avec ses travailleurs, donc notamment avec ses travailleurs italiens, bien entendu, mais également avec, imaginons des travailleurs albanais et ukrainiens, ces personnes qui viennent donc sur base de ce contrat d'entreprise entre la Belgique et l'Italie et cette entreprise, ces personnes sont également dispensées de permis de travail pour pouvoir venir travailler chez nous
je dirais, la liberté de circulation des services est plus forte que les obligations nationales par rapport à tout cela. Donc, voilà, ce sont les principaux cas de dispense chez nous, de dispense économique. Alors, quels sont les instruments qu'il y a chez nous, outre, je dirais, ces dispenses, ou plutôt donc, ces autorisations de plein droit? Il y a ce qu'on appelle le permis de travail B. Le permis de travail B, c'est un instrument ancien, parce qu'il y avait un permis A, il y avait un permis C, ils ont disparu avec la réforme de l'État, il ne reste plus que le permis de travail B. Et donc, ce permis de travail B, c'est un instrument qui s'applique pour les cas où ce qu'on appelle le permis unique, dont on va parler juste après, n'est pas d'application. Le permis unique, c'est une directive européenne qui a prévu un cadre assez précis pour que puisse être pour son application. Et donc, le permis B est un instrument qui est utilisé pour les cas où la transposition de la directive européenne 2011-98 n'est pas d'application. Et donc, le permis de travail B, ben, en gros, c'est 10% de l'application chez nous des autorisations de travail. Ça ne vise que les occupations de moins de 90 jours, puisque la directive permis unique vise les occupations de plus de 90 jours. Donc ici, c'est tout ce qui est moins de 90 jours. Ça vise également tout ce qui n'est pas une autorisation liée au séjour directement, donc notamment les travailleurs frontaliers, puisque le séjour est donné dans un autre pays, et les résidents à l'hôtel, qui donc, eux, l'inscription à l'hôtel vaut séjour. Et donc, ça vaut également pour les jeunes au pair, puisque les jeunes au pair, ça reste un instrument fédéral. Donc, tout ça, en principe, c'est du permis de travail B. On reviendra après sur la procédure. Le permis unique, ben, c'est le reste, c'est-à-dire environ 90% de notre travail. Donc, le permis unique, on va arriver en détail, donc, mais il existe des demandes de permis unique de durée limitée ou de durée illimitée. Alors, pour la demande de permis unique, si je vois du monde qui arrive, voilà. Donc, ben voilà, pour le permis unique, il y a donc un accord de coopération qui prévoyait la transposition de cette directive de 2011. Il a fallu 7 ans pour qu'on transpose cette directive, ce qui est beaucoup parce qu'en fait, au bout de 3 ans, on a commencé à avoir des menaces, mais le cadre était franchement difficile chez nous, en plus concomitant avec la 6e réforme de l'État. Et donc, que prévoit donc... Oups, il y a encore du monde. Que prévoit donc la demande de permis unique chez nous? Donc, il faut que la région de langue française, donc c'est ce qui est prévu par l'accord de coopération, c'est donc les régions d'abord qui vont examiner le permis unique, c'est donc examiner à la fois, la directive prévoit d'examiner à la fois le droit au travail et le droit au séjour. Donc concrètement, ben, comment est-ce qu'on fait? Il faut en effet s'organiser parce que ça ne vient pas Deus ex machina, il faut en effet s'arranger entre les différentes entités belges pour qu'on organise cela. Et donc on a prévu dans cet accord de coopération que la demande de permis unique et de procédure unique soit introduite des régions tout d'abord. Donc, le cas échéant, si c'est une occupation sur le territoire de la région wallonne, eh bien, ça peut être introduit chez nous. Ensuite, ben, on va vérifier qu'on utilise bien la bonne procédure, si on est bien dans le permis unique. Et alors, on va vérifier également la complétude de la demande, puisqu'en fait, nous recevons également les documents pour l'Office des étrangers. Donc, c'est très important que même si nous sommes administration régionale, nous vérifions que les documents demandés par l'Office des étrangers sont bien là. Notamment la copie du passeport, notamment un certificat de bonne vie et mœurs. Il y a 4 ou 5 documents demandés par l'Office des étrangers. Donc, si c'est recevable, on informe le demandeur. Donc, le demandeur, en fait, c'est pour le permis unique de durée limitée, le principal, c'est l'employeur qui estime qu'il n'a pas de travailleur pour occuper la fonction en Belgique. Et donc, si en effet tous les documents sont bien là, tels qu'attendus et demandés par la procédure, on informe que le dossier est recevable. Ensuite, on va vérifier au niveau de l'administration régionale le volet travail. Est-ce que les conditions prévues par la réglementation sont bien rencontrées, oui ou non? Si le dossier est favorable, nous octroyons notre partie de l'autorisation, donc l'autorisation de travail, et nous transmettons à l'Office des étrangers. Si c'est bon pour l'Office des étrangers, ben donc l'Office des étrangers va délivrer une annexe 46 qui équivaut à son accord sur le volet séjour. Et donc l'Office des étrangers va alors demander la réalisation de la carte d'identité électronique avec indication du droit au travail dessus, qui sera en principe délivrée par l'administration communale. Si ce n'est pas délivré par l'administration communale parce que le travailleur est toujours à l'étranger, on va donner instruction en principe au poste diplomatique.
Donc, il y a deux types en fait de permis uniques. Donc, il y a ce qu'on appelle d'abord le permis unique de durée limitée, c'est celui qu'on doit demander d'abord, parce qu'en fait, voilà, c'est celui le tout premier qui arrive. Celui de durée illimitée s'acquiert après plusieurs permis uniques de durée limitée. Donc voilà, la procédure demande d'abord à ce qu'on ait 3-4 permis uniques de durée limitée avant d'être admissible au droit illimité. Donc l'introduction, ça se fait donc ce que je vous indique ici, c'est avant le 31 mai 2021, il va y avoir un gros changement dans un mois. Donc l'introduction se fait par l'employeur ou son mandataire avec tous les documents utiles, comme je vous ai indiqué. La région va confirmer d'abord la recevabilité du dossier sur base, en effet, en indiquant que tous les documents ont bien été reçus. On va informer en principe le demandeur si tout est OK. Si tout n'est pas OK, on va faire une demande de documents complémentaires. Et si on ne nous répond pas, on va évidemment répondre que le dossier est irrecevable. Donc la région va ensuite examiner le dossier sur le fond. Est-ce que les conditions prévues par la réglementation sont bien rencontrées? Si oui, voilà, on prend la décision qu'on transmet à l'Office des étrangers et on informe le demandeur de l'état des choses. S'il y a un refus, je dirais à notre niveau, le dossier va rester à notre niveau. Donc, au niveau, pas encore il y a déjà un refus sur le niveau travail, on va refuser, le recours se fera auprès de nous. Et voilà, il faudra en tout cas passer cet écueil de l'administration régionale pour le droit au travail. Parce qu'évidemment, comme c'est une procédure de migration économique, ça reste notre décision qui est la plus importante. Et très généralement, l'Office des étrangers nous suit lorsque c'est favorable. Donc, je dis, si l'Office étranger prend une décision positive, on va donner une instruction à l'administration communale pour délivrer un titre de séjour ou notifier un refus, s'il y a un refus de leur côté, ça peut arriver aussi malgré tout. Il y a un recours qui peut être introduit auprès du Conseil d'État de cas échéant. Et donc, on peut aussi demander donc, une délivrance de visa par les postes diplomatiques si la personne est toujours étrangère. Ensuite, à partir du 31 mai 2021, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, vous avez vu dans les accords de coopération d'exécution, il y en a un qui a été pris récemment. Et en fait, celui-là vise à la mise en place d'une procédure électronique d'encodage. Donc, en principe, on croise les doigts parce que donc, on va avoir le go, no go. Mais en principe, d'ici un mois, toutes les demandes de permis unique de durée limitée vont être introduites de façon électronique sur un portail qui s'appelle workinginbelgium.be, qui est donc un portail en fait organisé par la Sécurité sociale où on peut faire les demandes d'autorisation Limosa ou les demandes de détachement et des choses comme ça. Donc, nous serons des choses qui seront demandables par cette procédure. Donc, la chose va être, la demande va être plus ou moins équivalente, si ce n'est que tout va se faire via cette plateforme. Donc, la demande sera introduite via ce guichet unique. On va nous demander d'introduire des informations, de télécharger des documents. Donc, il y a des copies scannées qu'on va introduire sur le portail. Et en principe, l'information devrait se faire via ce portail. Donc, avec un accès personnel, un accès individuel, donc, qui doit être demandé par l'employeur pour pouvoir introduire ces demandes. Et donc, toutes les informations sur le suivi de la demande va se faire via, en principe, ce portail. Donc, même chose, on l'introduit sur le guichet unique. L'administration ce portail va également aussi être une plateforme d'échange entre administrations. Donc, nous enverrons les dossiers de façon électronique à nos collègues de l'Office d'étrangers et les décisions peuvent en principe à terme ce dispositif doit permettre également d'informer les communes et les ambassades étrangères de l'état des choses. Pour le permis de travail B, donc je vous ai dit, le permis de travail B, c'est donc un permis de travail de durée limitée qui est pris pour les cas où, en effet, pour lesquels la directive n'a pas prévu le permis unique. Donc, c'est essentiellement, je vous ai dit, les permis de moins de 90 jours et tous ceux pour lesquels il n'y a pas de droit au séjour qui est à demander, donc les personnes ou travailleurs frontaliers. Donc là, c'est un peu la même chose, si ce n'est évidemment qu'on va prendre la décision à notre niveau et je dirais il n'y a pas de passage par l'Office étranger. Donc là, le traitement de la demande va aussi beaucoup plus vite. Donc là, comme vous voyez, donc ce sera jusque fin 2021 en principe. Donc le portail guichet unique en application de partir de juin sera une version uniquement basée pour l'instant sur le guichet, le permis unique. Et donc, pour les permis B, ils ne seront intégrés en principe que d'ici 6 mois dans
lors de l'année 2022. Alors, et donc, pour la procédure, donc, je ne vais pas détailler ici le permis unique illimité. Donc, je vous dis, c'est quand on a eu plusieurs permis de travail limités. Et donc là, mais sachez que ça existe. Donc, on peut donc obtenir un droit au travail illimité en principe une fois qu'on a eu plusieurs permis de durée limitée. Et donc là, en principe, les gens sont plus ou moins familiers avec la procédure. Donc juste ici, une dernière petite chose, on va passer la parole à mon collègue. Donc ce sont les principales catégories d'octroi d'autorisation de durée limitée, donc en principe, permis unique de durée limitée et permis B. Donc c'est essentiellement du personnel hautement qualifié. Donc c'est une catégorie, mon collègue va vous expliquer ça en détail, en effet, avec quelques exigences simples mais fortes, et qui s'adressent en effet à du personnel, je dirais, que l'on retrouve dans des entreprises technologiques ou des grandes entreprises. On a également du personnel de direction, qui est une catégorie un petit peu dans le même style, des techniciens spécialisés, les sportifs professionnels. Donc, il faut savoir évidemment que les sportifs professionnels doivent demander un permis unique s'ils sont hors Union européenne. Donc, notamment, ce que vous voyez à la télévision, une demande doit être introduite auprès de nous. Il y a une catégorie générale qui inclut notamment des dispositifs d'examen du marché de l'emploi ou éventuellement pour les personnes figurant sur le métier de pénurie. Et donc là, en effet, on a deux grands publics qui est en effet le personnel qualifié au sens large, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont ici avec des statuts précaires ou des gens qui veulent faire venir leurs cousins pour venir travailler dans l'habitat et des choses comme ça. Donc ce sont aussi au public qu'on a et on passe de l'un à l'autre en permanence. Il y a également des stagiaires, il y a également les ministres du culte maintenant qui, depuis la 6e réforme de l'État, doivent être également examinés par la région. Et donc, tout ça passe chez nous d'une façon ou d'une autre. Je vais donc passer la parole à mon collègue pour vous expliquer plus en détail, en effet, certains des critères d'octroi. Donc, ici, personnel hautement qualifié. Frédéric? Voilà, merci beaucoup, Vincent. Oui. Là, attendez, parce que j'ai un gros écho. Voilà, donc maintenant, je vais déjà... Voilà, j'ai partagé mon diaporama. Je vais vous parler de choses qui sont beaucoup plus concrètes. D'abord, je me présente, ça va être très bref, je suis agent traitant, ça veut dire que je ne suis pas juriste, je ne suis pas inspecteur et je ne fais pas de politique. Je vais simplement vous présenter les choses pour que les demandes aboutissent au mieux. Et bon, voilà, progressivement, je vais de plus en plus vous parler de choses concrètes qui concernent particulièrement les étudiants qui sont ici présents. Avant cela, je vais d'abord devoir... Merci. Je vais d'abord devoir m'attacher... Je vois ici que la synchronisation n'a pas l'air de fonctionner. Attendez. Oui, Frédéric, tu gères ou je ne sais pas très bien? Attends, hein. Je vais laisser rentrer Jean. Écoute, moi je veux bien que tu gères parce que manifestement mon ordinateur est très lent. Si tu veux bien me mettre sur le slide 12. Essayez ça. Vous voyez quelque chose? Le 12. Moi, je n'arrive pas à descendre la barre des tâches. C'est cela? Voilà, voyez, on est ici. Donc, je vais vous parler de choses, je disais concrètes. Je vais d'abord devoir présenter ce qui se passe au niveau des conditions générales, et c'est vrai que ça va prendre un peu de temps. Et puis, je vais pouvoir parler du personnel hautement qualifié, des stagiaires, des occupations comme étudiants. Mais d'abord, on va passer par les conditions générales, parce que c'est ici que je vais pouvoir vous présenter les règles les plus essentielles à respecter lorsque l'on souhaite obtenir une autorisation de travail. La première chose à dire, c'est que la demande doit être recevable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande doit comporter un certain nombre d'éléments qui permettront aussi bien à l'Office des étrangers de son côté pour le volet séjour qu'à l'administration de la région wallonne pour le côté travail de pouvoir prendre une décision à bon escient.
Je parlerai dans des slides prochains de des éléments qui doivent constituer une demande. Un autre principe, c'est qu'on octroie une autorisation de travail sur base d'un contrat de travail. C'est quelque chose d'essentiel dans une demande et au niveau de la région wallonne, on accorde beaucoup d'importance à ce contrat de travail. Ce que l'on regarde tout d'abord, c'est quelle est la rémunération qui est proposée aux travailleurs. Ça doit être une rémunération qui doit être clairement déterminée. Donc on parle d'un montant, d'une devise, d'une périodicité. Ce n'est pas une rémunération. Ce que l'on attend ne sera donc pas une rémunération déterminable, par exemple par une référence à une commission paritaire ou une échelle barémique. On attend plus. Et parce que cette rémunération doit être connue avec certitude par toutes les parties et par l'administration. Et enfin, ce contrat doit comprendre des mentions que le législateur a estimées importantes pour le travailleur, parce que celui-ci vient de bien loin. Il y a des questions à régler, comme par exemple les frais de voyage, la couverture au niveau de la santé, alors que la personne ne peut pas encore bénéficier d'une mutuelle. Il y a un stage d'attente pour cela. Ainsi que le fait que, bon, ben, lorsqu'on a fait 6000 km pour venir travailler en Belgique, ce n'est pas pour travailler pour une durée trop courte, mais on va, comment dire, garantir au travailleur une certaine durée dans son emploi et on s'assure également, par exemple, que le contrat est compris de la personne qui ne parle pas nécessairement l'une des langues nationales ou l'anglais. Un troisième point qui est important, c'est que le travailleur est à l'étranger au moment de la demande. Voilà qui complique les choses lorsqu'on est déjà en Belgique, mais ce que l'on veut dire par là, c'est que le législateur a souhaité ne pas répondre favorablement à des demandes qui concernent des personnes qui sont sous le couvert d'un voyage touristique en Belgique ou comment dire, des personnes qui sont clandestines. Au niveau des catégories spéciales qu'on abordera plus tard, vous verrez qu'il y a des exceptions. Merci. D'autres grands principes, donc j'en évoque une dizaine que j'étale sur 3 slides. La fonction doit être en pénurie. C'est une liste que l'on utilise et que je vais aborder par la suite. L'occupation ne peut pas commencer avant d'avoir été autorisée. C'est la même chose que le permis de conduire. On ne peut pas conduire, même si on sait qu'on va avoir prochainement le permis de conduire. On sait que c'est pas bien, mais chez nous, c'est pareil. Si on constate qu'une occupation a commencé sans attendre le permis unique ou, si c'est un permis de travail qui est demandé, le permis de travail, la demande sera refusée. Alors bien entendu, on ne vient pas de bien loin avec un bagage et famille si ce n'est pas pour gagner un minimum sa vie en Belgique. Et donc, le législateur a fixé un minimum qui doit être atteint, quoi qu'il arrive, temps plein ou temps partiel, peu importe, c'est 1 625,72 € bruts par mois pour un travailleur qui n'a pas d'ancienneté. C'est le revenu minimum. En dessous de ce revenu minimum, même s'il est justifié par un temps partiel, on refusera la demande et on ne regardera donc pas plus loin. Donc il faut être très clair par rapport à cela. Alors, il y a des choses qui concernent l'entreprise, parce qu'on va aussi s'assurer que l'entreprise est une entreprise sérieuse. Il faudra que l'entreprise ne crée pas le poste vacant en licenciant une personne. Il y a aussi d'autres choses que l'on va vérifier. C'est en général avec l'inspection que l'on vérifie ce genre de choses. On s'assurera qu'il y a bien un poste vacant et que, par exemple, l'entreprise ne fait pas venir un grand nombre de travailleurs étrangers qui sont ensuite, comment dire, lâchés dans la nature une fois qu'ils ont leur autorisation de travail. L'entreprise doit être également en ordre de cotisation d'ONSS. Elle ne peut pas avoir été sanctionnée, c'est le 9e, donc par un pro-justicia ou par une amende administrative ou une condamnation en matière de main-d'œuvre étrangère. Ça, c'est pour éviter que quelqu'un qui vienne bien loin se retrouve avec un employeur qu'on pourrait qualifier de délinquant. Et enfin, petite bulle d'oxygène quand même parmi tout cela, qui a l'air très rébarbatif, il y a des dérogations possibles. Attention, pas pour tout. Ces dérogations ne sont possibles que sur 2 choses. Le fait que le contrat ne mentionne pas certaines mentions obligatoires, mais on vérifiera quand même que la rémunération y figure, parce que ça, c'est vraiment indispensable et c'est vraiment la pierre angulaire, et le fait que le métier ne soit pas en pénurie.
Il faut pouvoir justifier cela auprès de la ministre qui ensuite prendra ou non, en son âme et conscience, une décision de dérogation. Et comme on est dans un cadre d'une immigration économique, ce qui fonctionne le mieux, c'est les arguments économiques. On peut également invoquer des arguments sociaux, d'ordre public, de sécurité publique. Et donc, l'idée, lorsque l'on demande une dérogation à la ministre, c'est vraiment d'essayer de lui dire qu'on se trouve dans une situation que le législateur n'a pas prévue. C'est en général ce qui fonctionne bien. Et donc, c'est bien une dérogation pour les critères emploi ici. Hein. Donc, tout ce qui est séjour, Voilà. ça relève du ministre du secrétaire d'État séjour. Et donc, c'est pas chez nous qu'il faut plaider, bien entendu. Voilà. Alors, en parlant de cette liste de métiers en pénurie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas de la liste des métiers en pénurie dont le Forum parle de son côté. C'est une liste qui est beaucoup plus étroite. Tout d'abord, il faut savoir que la liste que je présentais au slide suivant est revue annuellement. Ça veut dire qu'en septembre prochain, elle sera différente. C'est une liste qui ne s'appliquera pas aux catégories spéciales dont je parlerai bientôt. Donc, cette liste ne s'applique pas au personnel hautement qualifié, c'est-à-dire ceux que vous allez être bientôt, je l'espère. Cette liste est également plus restreinte que celle du Forum pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que tous les métiers pour lesquels il n'y a aucune exigence de qualification, par exemple une aide ménagère, ou lorsqu'une formation de courte durée peut permettre à quelqu'un d'être engagé, ces métiers-là ne figurent pas sur la liste. Le législateur est clair dans sa volonté, c'est de mettre en priorité le personnel local. De la même manière, le personnel titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire, lorsque un tel diplôme est nécessaire pour cette fonction n'est pas sur la liste des métiers en pénurie parce que le personnel hautement qualifié a sa propre catégorie spéciale dont je parlerai bientôt, c'est promis. Et enfin, pour être encore plus précis au niveau de la liste, on ne retient que ce qui est en pénurie de manière chronique, c'est-à-dire depuis 5 ans. Et donc, au slide suivant, Vincent, on peut trouver cette fameuse liste des métiers en pénurie et nous sommes face à des choses qui sont parfois relativement vagues comme développeur informatique et qui peuvent être aussi extrêmement précises lorsqu'on parle d'un technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage. Voilà. Suivant. Oui, hein. Je parle d'une dernière chose avant de parler du personnel hautement qualifié, c'est la recevabilité. J'avais dit que la demande doit être recevable, donc elle doit comporter un certain nombre d'éléments. C'est maintenant que je les détaille. Dans ces éléments que l'on doit avoir dans une demande, sinon elle ne passe pas, c'est un formulaire de demande. On va vérifier qu'elle est bien signée par les deux parties. Si le travail est à l'étranger, on va s'assurer qu'un poste de diplomatique à l'étranger est bien renseigné, même si c'est Paris, il doit être renseigné, par exemple. L'employeur doit joindre la copie de sa carte d'identité et le travailleur, c'est la copie de son passeport qu'il joint. On demande aussi que le travailleur qui est déjà présent en Belgique joigne la copie de son titre de séjour. Parce que si on constate qu'il est en ordre de séjour, on ne lui reprochera pas d'être présent sur le territoire, tout simplement. On va s'assurer que le travailleur bénéficie d'une mutuelle, qu'il bénéficie d'une assurance médicale ou, dans le cas contraire, l'employeur doit s'engager à faire le nécessaire dès que le travailleur arrive. Alors le point suivant, c'est celui qui fait le plus grincer les dents, c'est une redevance qu'il faut payer. Je précise, c'est une redevance qui est payée à l'Office des étrangers, même si c'est les régions qui la réclament. Les régions ne perçoivent pas cette redevance. Et donc, si elle est payée de manière indue ou s'il y a lieu de la réclamer, il faut le réclamer auprès de l'Office des étrangers dans ces cas-là. À ce titre-là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont de nationalité turque parmi vous. Si c'est le cas, c'est cette paye à redevance, vous êtes tous dispensés de la payer. Parce que je vois encore souvent des Turcs payer une redevance, mais il y a un accord international avec la Turquie qui les dispense de cette redevance. On peut passer au slide suivant. Voilà. Merci. Donc les derniers points, les derniers éléments, l'extrait du casier judiciaire, le certificat médical réglementaire, c'est un modèle imposé par l'Office des étrangers, qui doivent être, le cas échéant, s'ils sont établis à l'étranger, ils doivent être légalisés.
Il faut bien entendu la copie du contrat de travail. Pour certaines catégories spéciales, par exemple, s'il y a parmi vous des post-doctorants ou des personnes qui sont occupées dans le cadre d'une recherche, cela peut être une convention octroyant une bourse. Mais ça, c'est uniquement dans des catégories très spécifiques qu'on retrouve ce genre de choses. Dans tous les cas, il nous faudra toujours la copie du diplôme ou de tout élément qui prouve que le travailleur dispose bien des qualifications pour l'emploi proposé, puisque si vous vous rappelez, dans la liste des métiers en pénurie, on n'est pas censé retrouver des travailleurs qui ne sont pas un minimum qualifiés. Et enfin, dans certaines fonctions, comme par exemple dans les soins de santé, mais pas seulement, il faut un visa pour exercer le métier. C'est notamment le cas des infirmiers, des médecins, des dentistes, et il y en a d'autres, hein. Et donc là, en plus de cela, il faudra s'adresser au SPF Santé ainsi qu'aux communautés pour avoir les autorisations nécessaires. Voilà. Maintenant, on va pouvoir parler de choses qui se rapprochent déjà un petit peu plus de vous. On va parler des catégories spéciales et j'espère que lorsque vous aurez fini vos études, vous rentrerez dans ces catégories spéciales. L'avantage de ces catégories spéciales, c'est tout d'abord que cette liste des métiers en pénurie qui est très restreinte ne s'applique pas lorsque l'on peut appliquer une catégorie spéciale. Une deuxième chose qui est importante, le contrat peut être établi librement tant qu'il est conforme à la loi de 78. Il y a juste une exception parce que les artistes, c'est également une catégorie spéciale. Et pour les artistes, on leur impose quand même un contrat avec des mentions obligatoires, mais qui est différent. C'est un deuxième modèle qui existe rien que pour eux. Alors, on peut être présent sur le territoire au moment de la demande et même sous visa touristique. Mais je mets entre parenthèses, mais attention, je ne parle que de la région wallonne ici. L'Office des étrangers peut ne pas l'entendre de cette oreille, donc ça veut dire que même si on octroie une autorisation de travail, rien n'empêchera l'Office des étrangers, je l'ai déjà vu, dire il n'y a pas de problème, rien ne vous empêche d'obtenir un visa long séjour dans votre pays d'origine. Comme quoi être présent sur le territoire au moment de la demande, ce n'est pas toujours conseillé, même si c'est autorisé dans certains cas. Alors, des catégories spéciales, j'aurais dû le dire dès que j'ai commencé à parler de cela, c'est bien entendu personnel hautement qualifié. On a parlé des sportifs, des artistes, les ministres du culte, on peut encore citer des jeunes au pair, mais également un grand nombre de travailleurs qui sont détachés, c'est-à-dire qui viennent qui sont envoyés en mission en Belgique alors que leur employeur qui les envoie est à l'étranger et ils restent le temps de leur mission en Belgique. Un grand nombre de ces catégories spéciales concernent ces travailleurs détachés et ne devraient pas vous concerner, en tout cas à court terme. Alors, pour le personnel hautement qualifié, qu'est-ce que l'on entend par haute qualification? Ce que l'on entend par haute qualification, c'est un diplôme. C'est important de se le rappeler parce que beaucoup de personnes estiment que les qualifications, ou plutôt l'expérience, des compétences qui ne sont pas acquises au sein d'un cycle universitaire peuvent ou devraient compter comme haute qualification. Mais les choses ont été balisées depuis 2018 et c'est clairement un diplôme qui prouve que l'on a les hautes qualifications et rien d'autre. Et en plus, ce diplôme ne doit pas être n'importe lequel. Donc pour votre information, donc du temps où le texte était fédéral, il y avait donc une traduction néerlandaise qui était Hogeschool de personnel, donc qui est beaucoup plus claire et qui est moins ambiguë que la définition française. Voilà, tout à fait. Et il est vrai que certaines personnes jouaient sur cette ambiguïté-là. Et voilà, parfois les choses étaient aussi bien difficiles pour l'administration que parfois pour le travailleur lui-même, qui finalement se rendait compte que le contexte de travail dans lequel il était n'était peut-être pas ce à quoi il s'attendait non plus. Donc les choses n'étaient pas toujours plus faciles pour eux non plus pour la cause. Maintenant, on a fixé, parce qu'il fallait fixer un minimum, une limite, pour pouvoir appliquer ces critères. Les limites ont été fixées de manière objective à un diplôme qui n'est pas n'importe lequel. C'est un diplôme qui a été obtenu après l'enseignement secondaire et dans le cadre d'un cursus de minimum 3 années post-secondaire. Pour le dire plus clairement, dans le langage que vous connaissez, c'est un bachelor ou un master. Il y a tout de même, dans certains pays, des choses qui s'appliquent de manière un peu différente, parce que ça, c'est notre système, ce n'est pas nécessairement celui d'un autre.
Le cas échéant, on peut être amené à demander une équivalence auprès des services compétents des communautés. Et donc, par exemple, s'il y a des Canadiens parmi vous, au Canada, on délivre par exemple des diplômes, comment dire, qui sont entre le secondaire et le supérieur, c'est des diplômes d'études collégiales, mais malheureusement, les communautés ont estimé qu'elles ne, comment dire, qu'elles ne valent pas un bachelor ou un master, même si au Canada, c'est considéré comme un diplôme hautement qualifiant. C'est un exemple pour expliquer en quoi cette définition peut avoir un impact important. Bien entendu, le diplôme n'est pas la seule chose qui entre en considération. Au slide suivant, Vincent. Oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, je rappelle que c'est une catégorie spéciale, mais ça, je l'avais déjà dit. Je rappelle qu'il y a une autre condition qui est tout aussi importante, c'est celle de la rémunération. Alors, on va le dire directement. La rémunération, c'est 43 395 € bruts pour 2021, pour toute l'année. Là-dedans, on compte les pécules de vacances et la prime de fin d'année. Mais il faut savoir que c'est uniquement ce qui constitue la contrepartie des prestations qui est pris en considération. Pour dire clairement, sur les fiches de paye, c'est ce qui est mentionné comme étant une rémunération de base. Cela signifie que pour atteindre les 43 395, on ne prendra pas en considération les chèques repas, ce n'est pas la contrepartie de prestations, les avantages de toute nature. Le Conseil d'État a rappelé à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas d'une contrepartie des prestations. Les remboursements de frais ne sont pas une rémunération. Une voiture de société n'est pas, je vais dire, en tant que telle, une contrepartie des prestations. Elle joue plusieurs rôles. En fait, une voiture de société, c'est également le moyen pour se rendre sur son lieu de travail, et ça, c'est pas de la rémunération. Ça doit être en plus une rémunération, outre le fait d'atteindre les 43 395, outre le fait d'être annoncé à l'avance avec certitude et coulé dans le bronze, après on ne peut plus la changer au détriment du travailleur. Donc elle doit être honorée une fois que le contrat est signé. Elle doit être en plus conforme au barème en vigueur. Il y a des commissions paritaires qui restent obligatoires et qui imposent parfois des barèmes supérieurs à ce montant minimal. C'est le cas par exemple des pharmaciens gérants. C'est encore un montant supérieur qu'il aurait dû. Et ça doit être conforme aux pratiques au sein même de l'entreprise, lorsque l'entreprise a sa propre échelle barémique. Ça, c'est la condition concernant la rémunération. Alors, la critique que l'on entend souvent, c'est de dire que cette rémunération est déjà fort élevée et que tout le monde à la fin de ses études n'a pas ce montant-là, mais comparé à d'autres pays de l'Union européenne pour qui la carte bleue est le seul moyen d'entrer sur le territoire sur base de ses qualifications, ce montant n'est pas nécessairement si élevé. Il faut se rappeler également que l'on est dans un cadre, dans un contexte d'immigration économique, ce qui implique que le législateur, ce qu'il veut accueillir au travers de cette procédure pour le personnel hautement qualifié, c'est d'attirer l'élite. Et il est clair que l'élite ne se déplacera pas pour faire du bénévolat non plus. Et donc, le législateur a estimé qu'en utilisant un montant minimal qui est fixé à cela, c'est bien cette élite-là qui sera intéressée par venir en Belgique. C'est ça aussi sur lequel il faut insister. Que dire de plus? Voilà, maintenant, toujours pour parler de choses très concrètes qui vont concerner encore un peu plus, vous qui êtes toujours aux études, nous avons le travail des étudiants de nationalité étrangère. Lorsque j'étais passé il y a 3 ans, si certaines personnes étaient déjà là parmi vous, il y a 3 ans, je parlais du permis C. Ce permis C n'existe plus. Depuis 2018, c'est en fait la carte d'identité qui mentionne qu'on a un accès au marché du travail. Dans le cas des étudiants, ce marché est limité. C'est ce qui est mentionné sur leur carte A. Et c'est seulement si on a cette carte A qui mentionne cela que la dispense est applicable. Alors, quelle est cette limite? C'est 20 heures par semaine. Et pour atteindre les 20 heures par semaine, on cumule tous les employeurs. Donc, travailler 20 heures chez l'un, 20 heures chez l'autre, ça ne marche pas. La limite n'est pas respectée. Et la limite n'existe plus pendant les périodes de vacances scolaires. C'est quelque chose, je pense, que tout le monde connaît. Alors, une autre dispense qui est visée par l'arrêté royal de 2018, c'est le stage des étudiants. Le stage qui est obligatoire dans le cadre de leurs études. Seulement, ces études ne doivent pas s'effectuer n'importe où.
ils doivent faire en Belgique un stage obligatoire dans le cadre d'études qui sont faites soit en Belgique, soit en Europe, soit en Suisse. Mais ça ne marche pas. Si on fait ces études dans un autre pays, on n'est pas dispensé. Alors bien entendu, même si c'est une dispense, on rappellera parmi les trucs et astuces importantes qu'un stage doit toujours faire l'objet d'un écrit, que si ce stage est obligatoire, c'est attesté sur le stage parce que l'école ou l'université qui impose ce stage est renseignée. On trouvera un formateur, un programme de formation, sinon l'ONSS, en cas de contrôle, pourrait requalifier le contrat comme étant un contrat loi 78. Et à ce niveau-là, lorsque l'on fait un stage, même si on a une carte A qui mentionne accès limité au travail, uniquement dans le cadre du stage, il n'y a pas de limite de 20 heures par semaine. Et de même, comme ce sont deux dispenses différentes, on peut cumuler un stage obligatoire de 40 heures semaine et une activité d'étudiante jusqu'à 20 heures semaine. Ça, c'est permis. Merci. Alors, que se passe-t-il maintenant quand on fait un stage de spécialisation? Alors, la chose qui distingue clairement cette catégorie de travailleurs à celles qui font des stages obligatoires, c'est qu'ici, on va viser des stagiaires qui font leurs études dans un pays hors de l'Union européenne ou qui n'est pas la Suisse. Donc, c'est une catégorie spéciale de l'arrêté de gouvernement wallon cette fois-ci, donc ce n'est plus le même texte, qui permet, selon certaines modalités, à quelqu'un, par exemple, qui a fini des études, je donne un exemple, au Maroc, mais qui souhaite continuer des études au Maroc, eh bien, il aura à ce moment-là la possibilité de faire un stage de spécialisation en Belgique, moyennant un permis unique cette fois-ci. Donc, on doit avoir, ce stage doit être dans le cadre d'une spécialisation. On va vérifier que c'est bien une spécialisation et donc que le stagiaire a déjà obtenu un diplôme, que la spécialisation est bien la suite de ce diplôme, que le stage se situe bien dans le cadre de cette spécialisation. Et enfin, ici, contrairement aux stages pour lesquels on est dispensé, on va vérifier que le stage est effectivement rémunéré et rémunéré en fonction des barèmes en vigueur. Mais il n'y aura plus ce minimum de 43 395 fixé pour le personnel hautement qualifié. Donc ça, c'est une possibilité qui n'existait pas avant 2018 et qui existe désormais, parce qu'il existait une demande aussi. Et enfin, un dernier contexte de stage dans lequel on pourrait être amené à intervenir, c'est un des derniers reliquats de l'arrêté royal du 9 juin 1999 que je présentais précédemment. En fait, il est pratiquement complètement abrogé, sauf pour certaines choses. Il existe toujours pour les jeunes au pair, Vincent Berger l'a dit précédemment, mais également pour certaines choses pour lesquelles l'arrêté du gouvernement wallon n'est pas encore tout à fait applicable parce que la réglementation sur le séjour doit encore évoluer pour le rendre applicable. Ainsi, l'arrêté gouvernement wallon prévoit un long texte sur les stagiaires qui n'est pas encore applicable. Et dans l'attente, on continue d'appliquer l'arrêté royal du 9 juin 1999, même s'il prévoit des choses qui sont différentes de ce que l'arrêté du gouvernement wallon prévoira. Le stage en question, c'est un stage qui est en lien avec le diplôme ou un certificat d'études qui a été obtenu, mais n'est plus imposé par une école. Il doit être dans la continuité directe des études, ce qui signifie qu'entre la fin des études et ce stage, il ne doit pas s'être écoulé une dizaine d'années pendant lesquelles le candidat est passé d'un emploi à l'autre. C'est un stage, donc là, ce sont les conditions qui sont fixées par le législateur et qu'on ne peut plus changer, puisque la prochaine étape, c'est une abrogation plus et simple de ces conditions pour faire appliquer celles qui sont prévues prochainement. Donc, le stage doit être à temps plein, c'est 12 mois maximum. Il faut avoir entre 18 et 30 ans, avec des exceptions prévues pour les universités. Et enfin, le contrat de stage est bien entendu obligatoire. Dès qu'il y a un stage, il doit y avoir un contrat écrit. Le contrat de stage devra prévoir un programme de formation et prévoir la traduction dans une langue comprise par le stagiaire. Alors, quel est l'intérêt de ces dispositions pour les stagiaires? En fait, ici, le législateur avait plutôt en tête des choses qui sont en lien avec l'aide ou la coopération au développement. Il s'agissait, par exemple, d'accueillir une personne qui a terminé ses études dans un pays,
qui sont sanctionnés par un diplôme, qui est accueilli au sein d'une entreprise en Belgique pour parfaire certaines connaissances et ensuite retourner dans son pays d'origine afin d'en faire bénéficier les entreprises qui s'y trouvent, de lui faire bénéficier des acquis qu'il a eus en Belgique. C'est un peu en filigrane ce qui justifie ces dispositions. Il ne s'agit donc pas d'une porte ouverte à des périodes d'essai déguisées, payées au rabais par des employeurs qui ensuite engageront les personnes à la même fonction en tant qu'hautement qualifiées en augmentant leur salaire. Voilà. Alors, vous avez ici certains liens, donc c'est le dernier slide, et après on pourra répondre à quelques questions si vous en avez, avec les adresses des sites web ainsi que certaines adresses mail peut-être, non j'en vois pas, mais en tout cas elles sont sur les sites des autres régions, de l'Office des étrangers et de l'ONSS. Voilà. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc voilà, je vais laisser la parole aux participants. Donc vous pouvez soit poser votre question dans le fil de conversation, soit lever la main pour ensuite que je vous donne la parole. Alors, Monsieur Dong Chu Wang, vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Oui, je suis en effet Dong Chu Wang. J'ai postulé à une offre du SPOE-EER en fin février. J'ai été lauréat pour la réserve d'économiste. Et là, je vous épargne tout le processus par lequel je suis passé. Il se trouve que hier, avant-hier, on va dire plutôt, c'était mercredi, j'ai reçu un mail de la direction de la sélection qui m'informe que la procédure de demande de permis unique, outre que le résultat ne serait pas certain, bon, je lis le mail qui m'a été envoyé, outre que le résultat ne serait pas certain, prendrait une période telle que la direction engageante ne peut se permettre d'autoriser. Ici, la direction engageante, c'est la direction de la gestion financière. Par la suite, donc hier, j'ai échangé un peu et l'information supplémentaire qui a été apportée, c'est que je ne suis pas exclu de la réserve à laquelle initialement j'appartenais, mais que mon attention a attiré sur le fait que les réserves ne sont pas toujours reconsultées. Autrement dit, initialement, j'étais dans une réserve pour une durée d'1 an. Donc, à tout moment, j'aurais pu être sollicité pour un poste ouvert. J'ai donc été sollicité pour un poste ouvert. Mais maintenant, il s'avère que la direction engageante, selon ce qui m'est dit, ne exerce sa liberté de refuser un lauréat parce qu'elle estimerait que la procédure, le moment d'entrée en fonction du candidat pourrait être très longue. Donc là, je vous soumets ce cas-là pour essayer de savoir ce que vous en pensez. Donc, voilà, ici, nous sommes l'administration en charge de l'examen des demandes de migration économique. Et donc, le service avec lequel vous avez contact est donc un autre service, bien entendu, qui recrute pour ses besoins de personnel. Et donc, à ma connaissance, on n'a pas encore eu le cas. Donc, le service en question ne nous a pas demandé, ne nous a pas introduit une demande en votre faveur. Donc, ça, je le note. Donc, je dirais, je ne peux pas vous répondre sur cette partie de la procédure. Toujours est-il que, d'un point de vue fonctionnel, nous sommes totalement distincts de ce service. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc, si nous recevons une demande de la part de ce service, nous la traiterons comme n'importe quelle demande. Et en effet, on ne va pas faire de passe-droit parce que c'est le même employeur. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau aussi. Donc, je ne sais pas quelles sont les motivations ou comment cela fonctionne dans l'autre service. Mais si l'autre service ne nous envoie pas de demande, il est clair qu'il n'y aura pas de réponse de notre part. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant parce qu'en effet,
je dirais, vous avez l'impression que c'est la même entité. En effet, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être jugé partie. Et donc, la demande, si nous la recevrons, nous la traitons comme n'importe quelle autre demande et nous examinerons en effet les conditions, notamment de salaire ou de diplôme. Le diplôme, je pense que ça va aller. Et donc, ça prendra le timing tel que prévu comme pour n'importe quel autre employeur. Ce que je veux dire ici, la perception tout de même que une autre direction de SPOE a d'une autre direction me semble un peu le fait de dire que on n'est pas sûr du temps que ça prendrait, donc Oui. on va arrêter. Enfin, je me dis, vous prenez, il est perçu que vous prenez quoi, des lustres pour réagir ou Non, habituellement, nous répondons à peu près, nous donnons une réponse en général dans un mois. Et donc, voilà, mais voilà, la réponse qu'ils vous font sera celle que devraient vous faire en principe d'autres employeurs. Mais par contre, Donc, j'ai un complément de question par rapport à la question de M. Tom Schwang. C'est finalement combien de temps prend Voilà. entre le moment où l'employeur fait une demande de permis pour un futur employé et le moment où l'employé reçoit son permis de travail pour pouvoir commencer à travailler dans l'entreprise. Donc, ce serait peut-être bien de préciser. Les choses doivent être plus nuancées que cela. Mais tout d'abord, pour la personne qui a posé la question au départ, effectivement, on constate que parfois certains services qui sont distincts au sein du SPOE auraient tout intérêt à communiquer entre elles, hein. Voilà, ça c'est effectivement cela. Et par exemple, le département recherche, c'est que je suis vraiment, en ce qui me concerne, demandeur de travailler en collaboration avec eux, puisqu'ils s'occupent notamment de doctorants, de postdoctorants, et que ce sont également des catégories spéciales, ces travailleurs-là, au niveau de notre AGW. Si une demande maintenant est limpide, c'est-à-dire que c'est une demande pour laquelle la liste des métiers en pénurie ne s'applique pas parce que la personne a le diplôme et a la rémunération en lien avec sa fonction, que tous les documents y sont et qu'on n'a pas de mauvaise surprise au niveau de l'employeur. Au niveau de la région wallonne, les choses vont vite. Mais c'est là que, comme je vous l'ai dit, il faut nuancer les choses. On ne donne plus de permis de travail. On donne des autorisations de travail, tandis que le permis unique est délivré lorsque l'Office des étrangers a également donné son feu vert. Donc la région wallonne donne un feu vert, mais l'Office des étrangers doit donner un feu vert aussi. Et c'est une fois que la personne a les deux feux verts qu'elle pourra commencer à travailler. Et je ne peux pas me porter garant des délais que prend l'Office des étrangers. et donc, légalement, en principe, on doit prendre la décision dans les 4 mois. En pratique, c'est généralement, enfin, ça dépend de la qualité des dossiers aussi. Mais on peut envisager 1 mois ou 2, généralement, pour la plupart des dossiers. Voilà. Mais sinon, pour la situation de monsieur, je dis, la réponse, enfin, nous n'avons apparemment, à ma connaissance, nous n'avons pas reçu votre dossier. Donc, non, si le service n'introduit pas la demande, on ne pourra de toute façon pas donner d'avis. Mais donc là, c'est plutôt eux qu'il faut interroger par rapport à leur position, par rapport à cela. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que jeudi dernier, j'ai reçu le courriel qui me demandait de fournir les pièces, comme a indiqué monsieur, en termes de paiement de redevances, certificat médical et autres. Et j'ai fourni, enfin, j'ai eu juste le temps de les réunir en une semaine, parce que j'ai payé la redevance le lendemain, le vendredi 30. Et donc, j'avais tous les éléments. L'extrait de casier judiciaire, je l'ai reçu de la commune jeudi au matin. Donc là, j'ai fait parvenir, mais sauf que la veille, le mercredi, j'ai reçu ce mail qui m'informait justement que la période, enfin, le traitement prendrait une période telle que la direction engageante ne peut se permettre d'autoriser. Je me suis dit, enfin, c'est une période, oui, à ma connaissance, je n'avais pas connaissance de cette période-là lorsque je passais les tests, lorsque j'ai été sélectionné, lorsqu'un poste m'a été proposé, lorsque j'ai été retenu pour le poste. Et finalement, je me dis, peut-être que, bien que vous ne délivrez plus de permis de travail, est-ce que donc les usagers n'ont pas une perception autre des périodes, du temps que vous prenez pour analyser qui fait que on pourrait être éligible pour un poste, mais finalement on se dit, ben, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, je veux bien travailler avec toi, mais voilà, on essaiera d'avoir quelqu'un avec qui on peut commencer dans 2 semaines et là au moins c'est certain. Parce que là,
ça ne dépend ni de la personne de l'entreprise qui recrute, ça ne dépend pas également de moi qui postule pour un emploi. Et du coup, enfin, je ne sais pas. Oui, moi je vous dis, à ma connaissance, on n'a pas eu de demande d'information et pas de demande par rapport à votre situation. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre contact avec le médiateur, qui est en effet le service qui me paraît le plus indiqué pour voir en effet si, ce qu'il en est pour ce qui est de donner une suite utile à votre demande. Qui en effet, lui, va interroger directement les services et leur demander des comptes. OK, ça je l'ai fait hier en fin de journée. Ouais. Pour partir peut-être éventuellement sur autre chose, j'ai eu l'opportunité de contacter une autre personne dans la direction de la sélection. Et la personne m'a demandé de savoir si il y a une procédure au niveau de la direction des permis qui est valable pour des personnes qui sont dans une réserve de recrutement au sein du SPOE, éventuellement pour que lorsque un poste est proposé à ce lauréat-là, il y a la certitude qu'il y aurait une procédure accélérée qui pourrait se mettre en place. Enfin, est-ce qu'il y a des choses? Non, non, il n'y a rien de spécifique parce que je dirais d'un point de vue légal, je dirais en tant qu'employeur, le SPOE ne peut pas se faire des faveurs, je dirais. Il y a une égalité de traitement entre les différents employeurs aussi. Donc simplement, voilà, moi je vous conseille de prendre contact avec le médiateur, de bien exposer la situation. Le petit problème, c'est que je dirais que les demandes d'emploi auprès du SPOE et de toute administration en général ont leurs propres règles et que celles-ci sont moyennement compatibles avec la migration économique. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses, c'est essayer de prendre contact avec le médiateur, bien expliquer les choses, qui ont en effet un pouvoir un peu plus, qui peuvent réellement demander des comptes aux administrations. Parce que je pense qu'en effet, voilà, c'est compliqué de combiner à la fois la procédure de migration économique et les exigences de recrutement d'administration. Donc, c'est là, en effet, je pense qu'on peut appuyer pour essayer de faire passer les choses. Je terminerai avec un petit commentaire et peut-être je reviendrai plus tard. Lorsque vous dites que le SPOE est moyennement compatible avec l'immigration économique, je prends Madame Boutique en témoin. Il y a quelques semaines, un représentant du SPOE est passé là, ici sur la plateforme, et j'ai vu le replay. Elle faisait mention, je crois, à partir de la 28e minute, que pour les ressortissants hors Union européenne, c'est tout à fait possible de signer un contrat, soit en contractuel, soit statutaire, et il n'y avait pas de bémol qui était mais la difficulté, je vous ai expliqué, donc il y a des gens qui sont dispensés sur base de leur séjour. Donc, si vous êtes autorisé au travail limité, vous pouvez être engagé automatiquement de la même façon qu'un ressortissant belge ou de l'Union européenne. La difficulté, c'est que vous avez actuellement un séjour limité et un droit au travail illimité. Donc, c'est parce que vous demandez à changer ce droit-là. Sinon, sur base d'un droit au travail illimité dans lequel vous seriez en possession, il n'y aura aucun problème. OK, ça va. Merci. Merci aussi. Je vais laisser la parole à M. Fotso-Tagne. Bonjour à tous. Voilà, effectivement, moi c'est Mathieu Fotso-Tagne, je suis en dernière année Polytech, donc en principe en juin je vais finir. Durant l'année, nous on a passé quelques entretiens avec des entreprises, notamment nous les étrangers. La difficulté vraiment c'était sur le permis unique. Et cette année, on a eu la chance d'avoir le directeur de l'Office des étrangers qui nous parlait d'une nouvelle loi qui était en cours et qui devait être valable cette année, qu'à la fin de nos études, on devait avoir un séjour d'une durée d'1 an avec illimité au travail. Je voudrais savoir à votre niveau, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Comment ça va se matérialiser? Est-ce que nous serons ouverts sur le marché de l'emploi directement? Parce que peut-être à partir de là, le permis B ne sera plus peut-être utile pour les jeunes diplômés étrangers. Donc, je voulais savoir si vous avez plus d'informations par rapport oui. Oui, moi, je suis au courant du projet, donc je pense que c'est prévu par la directive 2016-801. C'est une disposition qui est prévue. C'est ce qu'on appelle, je dirais, le zoekjaar en néerlandais, hein, donc on en parle un petit peu.
En fait, le but serait en effet qu'on autorise les personnes qui terminent leurs études à rester pendant 1 an en Belgique pour chercher du travail en continuation de leurs études. Et donc voilà, mais ce serait en principe sans doute un document qui prévoit uniquement la possibilité de chercher du travail. Donc il faudrait effectivement qu'on introduise une demande de permis unique en votre faveur. Et alors, il faudrait, à mon avis, mais bon, le projet n'est pas terminé, mais on a déjà un peu discuté, qu'en effet, la personne puisse quand même prouver qu'elle dispose des revenus que pour pouvoir assumer cette année, en tout cas ce début d'année, comme personne en Belgique, et qu'elle ait les revenus pour ce faire. Mais en principe, il n'y aurait pas de droit de travail associé, parce que le but est bien entendu d'arriver à une migration économique effective et non pas de permettre aux gens qui terminent leurs études d'aller passer 1 an supplémentaire à travailler dans un magasin à pita ou au McDonald's. Donc voilà, il y a un projet, je ne sais pas où il en est, mais donc le but serait bien d'avoir ce droit au travail pendant 1 an, enfin le fait de rester en Belgique pendant 1 an pour chercher du travail, mais vraisemblablement, on ne pourra pas travailler sans permis unique. Quel serait alors l'intérêt? Ça veut dire que de... Ben, si réellement il y a un besoin pour la fonction, la personne devrait en principe être engagée relativement rapidement dans les catégories utiles prévues pour le permis unique. Ok, merci. En fait, pour ma part, je vois notamment en France, on te donne un séjour d'1 an et tu es illimité au travail, donc tu n'as pas vraiment besoin de passer par rapport à un permis, unique encore. Donc, je ne comprends pas la nécessité de bloquer encore un étudiant étranger s'il doit encore repasser par un permis. Mais pourtant, ok, on sait qu'il est diplômé, parce qu'il y a plein d'entreprises qui veulent recruter des ingénieurs étrangers, mais beaucoup d'entreprises... Mais il peut introduire une demande, et si en effet c'est une demande en particulier de catégories hautement qualifiées, la demande passera sans trop de problèmes. Mais le but n'est clairement pas, en tout cas, des discussions que j'ai entendues. Il y a peut-être une conception française, voire francophone, qui permettrait aux gens de continuer à travailler dans les petits boulots. Mais le but est réellement que ces gens entrent dans une migration économique réelle. Et donc, le but n'étant pas de rester sur place, mais bien entendu de répondre à la migration économique. Donc, si en effet vous avez un diplôme, par exemple, d'ingénieur, en principe, et qu'en effet on manque d'ingénieurs, assez rapidement, vous devriez pouvoir trouver un travail d'ingénieur avec les conditions de travail telles que sont en principe celles d'un ingénieur en Belgique. La difficulté pour un ingénieur étranger de trouver le boulot, ce n'est pas forcément parce qu'il ne peut pas trouver. Le premier problème, c'est le permis B, la procédure qui est, pour ma foi, certaines entreprises ne veulent pas passer par là. Et la deuxième chose, c'est le salaire minimal pour recruter un ingénieur, parce que vous fixez à 43 000, tous les années vous augmentez. Cette année, en 2021, c'est à 43 395. Que de recruter un étranger et lui payer cette somme qui est souvent supérieure à ce qu'il pouvait donner à un Belge. Mais voilà, ça c'est le législateur et comme je vous l'ai dit, les règles sont là. On n'a pas la possibilité de délivrer un permis de travail hautement qualifié si l'une des deux conditions essentielles, qui sont pour rappel le diplôme et la rémunération, ne sont pas atteintes. Et de plus, pour le personnel qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire en lien avec la fonction à pourvoir, il n'a pas la possibilité, si l'une des deux conditions n'est pas remplie, d'obtenir un permis de travail. Mais il y a tout de même, je veux dire, par rapport à cette rémunération que les employeurs proposent aux ingénieurs, tout de même un problème de fond, je trouve. Parce que je ne sais pas ce que les employeurs proposent aux ingénieurs. Il faut savoir que la rémunération annuelle correspond à 3 117 des poussières par mois. Pour quelqu'un qui a fait 5 ans d'études, ça me semble correct. Attendez. En 43 000, nous sommes à 3 600 € le mois. Pourtant, il donne à un Belge 3 100, 3 200, 3 300. Pourquoi il devrait donner à un étranger 3 600 pour qu'il peut recruter un Belge? Non, il est 3 117, monsieur, pas 3 600. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose à laquelle il faut se renseigner, c'est que si vous prenez le cas d'un ingénieur civil de la construction, à votre avis, combien est-ce qu'un employeur lui donnera par mois s'il n'y avait pas cette règle? Imaginons que, voilà, juste pour vous donner une idée, un manœuvre de la construction, il gagne 14 € de l'heure. Vous multipliez ça par 170 le nombre moyen d'heures par mois,
vous avez un salaire mensuel brut de 2380. Il faut vraiment faire 5 ans d'études pour avoir 2380, je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi personnellement. Alors, il faut savoir aussi que le métier des ingénieurs est en pénurie en Belgique depuis longtemps, mais il y a aussi la loi de l'offre et la demande qui doit jouer à un moment donné. Et moi, si mon gamin me dit je veux être ingénieur parce que comme ça j'aurai un métier à 2380, je dirais non, je ne te paye pas tes études. Je le dis franchement. Il y a aussi ça qu'il faut se rendre compte. Et puis de nouveau, je vous rappelle que on est dans un contexte d'immigration économique et pas dans un contexte où le fait de faire ses études devrait permettre d'obtenir une fonction, je vais dire, en Belgique immédiatement après. Ce n'est pas le choix du législateur non plus. Pour l'instant, même s'il y a des directives qui sont en préparation, le but des rubriques personnelles hautement qualifiées, c'est d'attirer l'élite de l'étranger. Parce que ces personnes-là ne vont pas simplement occuper une fonction en Belgique, mais également créer de l'emploi du simple fait de leur présence en Belgique. Ça va jusque-là, les intentions du législateur. Donc voilà, vous savez, si vous voulez être un ingénieur à 2400 par mois, je veux dire, par rapport à un maçon, c'est clair que vous ne devrez pas subir les intempéries, le chômage pour raison, comment dire, pour raison intempéries. C'est probablement un travail qui est plus confortable. Mais bon, voilà, vous avez à ce moment-là, ingénieur, c'est quand même 5 ans d'études. C'est quand même quelque chose qu'il faut défendre auprès des employeurs qui, eux, de leur côté, je veux bien vous croire, n'hésiteront pas à essayer de proposer les emplois avec des rémunérations les moins élevées possibles. Mais bon, voilà, le législateur a fixé une limite. Et comme je vous l'ai dit, moi, je ne fais pas de politique, je ne suis pas le législateur. Je ne fais qu'appliquer les choses. Mais il y a quand même certains choix de certains employeurs qui me posent quand même un peu question. Et je trouve qu'un ingénieur qui est payé ce genre de montant, ce n'est pas normal. Même si les salaires des ingénieurs n'est pas barémisable, hein, c'est pas normal. La solution, c'est d'augmenter la convention collective des ingénieurs en Belgique pour que ça soit au même niveau que celui des... Non, parce que ce n'est pas possible, monsieur, parce que premièrement, c'est une matière qui est fédérale, et deuxièmement, les ingénieurs, comme je vous l'ai dit, ne sont pas barémisables et pas barémisés, donc ils ne sont pas concernés par les barèmes. Ce sont des fonctions qui, à la base, nécessite de telles hautes qualifications qu'il a été estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir pour eux des barèmes parce qu'ils pourraient négocier sans difficulté de hauts salaires avec leurs employeurs. À la base, c'est pour ça que ces métiers ne sont pas barémisables. Hein. La plupart des ingénieurs, de toute façon, tombent sur la commission paritaire 200 en classe D, la plus élevée. Et voilà, c'est clair qu'au niveau de la commission paritaire de 100, lorsqu'on débute, c'est pas Jojo, mais ça, c'est le rôle des représentations syndicales, patronales et des travailleurs de négocier les choses pour l'instant dans un climat qui ne le permet pas vraiment non plus. Donc, il y a des barèmes qui sont fixés d'une part par les commissions paritaires, mais pour obtenir un permis de travail, on regarde ça, mais également la pratique au sein de l'entreprise, et il y a également des montants minima qui sont imposés. Il y en a pour les hautement qualifiés, mais il y en a aussi pour d'autres catégories. Pour les artistes, il y a également un montant minimum, même si parfois certains artistes accepteraient de travailler sans être payés. Pour les directeurs, c'est un montant encore plus élevé. Pour les cartes bleues, c'est également un montant plus élevé que le personnel hautement qualifié. Voilà. Mais ça, c'est des choix qui sont posés. Ok, merci pour votre réponse. Okay. Merci. Alors, je vais regarder dans les questions qui sont... Alors, donc, il y a une personne qui demande comment se passe la procédure pour quelqu'un qui veut devenir indépendant. Oui, donc en fait, c'est une autre réglementation, c'est ce qu'on appelle les cartes professionnelles. Et voilà, les dispenses sont à peu près les mêmes, donc notamment les gens qui sont ici en séjour illimité, etc. On peut également être indépendant, je pense, lorsque l'on est étudiant, mais donc, enfin, non, il faut quand même il faut quand même faire une demande chez nous, mais en général, elle ne pose pas trop de problèmes. Et donc, concrètement, lorsque on veut devenir indépendant, il faut introduire un dossier auprès de notre administration via ce qu'on appelle les guichets d'entreprise. Donc, c'est eux, en principe, qui doivent vous aiguiller et qui ont toute l'expertise pour bien remplir la demande. Et alors ensuite, le dossier sera examiné chez nous. Il y a 3 principaux critères qui sont examinés. Donc, le séjour,
Si vous êtes étudiant, en principe, ça ne pose pas de problème. Vous êtes dans un séjour légal, donc vous pouvez introduire une demande sur une particulière. On va également examiner évidemment les accès à la profession. Si c'est pour une fonction médicale, bien évidemment, ce serait bien que vous ayez votre diplôme de médecin d'infirmier. Et alors la dernière chose, qui est la plus complexe à juger, c'est bien entendu l'intérêt économique. Donc il faut en principe, quand on est étudiant, simplement, on doit juste prouver qu'on est là pour que ça permet de survivre un petit peu, de permettre de subvenir à vos besoins. Si c'est pour devenir indépendant à titre principal, là, il faudra vraiment prouver que l'on a un projet solide, avec des contacts, avec un plan financier, etc. Donc, voilà, il faut aller regarder les indications sur notre site Internet ou auprès des guichets entreprises pour voir quelles sont les conditions détaillées. Et donc, si en effet, on peut remplir ces trois conditions-là, je dis la plus importante et la moins facile à saisir, c'est bien entendu l'intérêt économique. En principe, on peut obtenir une carte professionnelle et à terme, elle devrait permettre un séjour serein et illimité si le projet fonctionne bien. Ok, merci. Alors, je vais poser la question donc, c'est quoi un statut précaire? Je ne sais pas. Dans quel contexte? Est-ce que c'était pas les fonctions je vais attendre à une... statut de séjour précaire, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. Des contrats précaires, on sait tous ce que c'est dans le langage courant, c'est des contrats à durée déterminée, parfois à durée très déterminée, notamment dans l'intérim. C'est temps partiel, c'est des statuts liés à des subventions de l'emploi. Voilà, mais je ne sais pas dans quel contexte cette question est posée, parce que ce n'est pas uniquement les personnes liées à l'immigration économique qui sont confrontées à ce problème-là, c'est un peu tout le monde. Ok, ça va, merci. Alors, il y a des différentes questions sur encore le salaire. Donc, vous pourriez repréciser le montant plus ou moins mensuel brut que ça donnait. Je crois que c'était 3100 et 3117 des poussières, ça c'est en commission paritaire 200. Ça veut dire que en commission paritaire 200, on divise la rémunération annuelle par 13,92. Le 1,92 correspond au pécule de vacances et à la prime de fin d'année. Dans le secteur public, il faudra par exemple diviser ce montant par un autre coefficient, ce sera 13,42, parce que la prime de fin d'année correspond à 50% seulement de la rémunération mensuelle. Il faut donc voir en fonction des commissions paritaires, mais le plus fréquent dans le privé, c'est 13,92. Donc, le secteur de la chimie, ce sera un autre coefficient. Donc là, en principe, 13,85 de mémoire. Il faut se renseigner auprès du service du personnel concerné. Donc, Monsieur Tsana dit que sauf certains ingénieurs belges primo-emploi sont payés au montant de 2400 €. Donc voilà. Alors après, j'aimerais savoir si cette rémunération minimale de presque 43 400 par an pour les hautement qualifiés est la même pour tous les diplômes, par exemple bachelier, master, docteur, etc. et toutes les formations, c'est-à-dire informatique, santé. Et je suppose que oui. Oui, tout à fait. Mais simplement, voilà, on est en principe dans un domaine où il y a la loi de l'offre et la demande. Donc, si réellement on nous dit qu'il manque des gens et qu'on ne sait pas mettre quelques centaines d'euros de plus, il y a un problème aussi. Donc voilà, si les gens le valent, pourquoi est-ce que l'employeur ne paye pas directement la rémunération prévue? C'est ça, voilà, donc l'idée, c'est un employeur qui ne souhaite pas mettre la rémunération aux personnes hautement qualifiées, le message, c'est qu'il se contente du marché local à ce moment-là. Oui. Voilà. En fait, c'est ça. Je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'idée, c'est si on ne trouve pas de Belges avec les qualifications nécessaires, on peut trouver des diplômés de nationalité étrangère et il faut les payer plus cher puisqu'il n'y en a pas, il n'y a pas ces compétences dans les nationalités. C'est en fait un peu l'optique de la législation.
finalement. Voilà, tout à fait. Pour donner un autre exemple dans un contexte un peu plus différent, mais ce sera peut-être plus parlant, parfois j'ai des restaurateurs qui me contactent parce qu'ils se plaignent qu'on a refusé l'autorisation à un cuisinier et ils se plaignent, mais c'est quand même pas possible. Des cuisiniers, je n'arrive pas à en trouver, qu'est-ce que je peux faire? Et la première chose que je vois sur le contrat, c'est que le travailleur, il est payé non pas comme cuisinier, mais comme commis de cuisine. Je n'ai pas le droit de le lui dire, mais quand même, j'ai très envie de lui dire, ben, peut-être que vous en trouverez plus facilement en proposant un salaire de cuisinier et puis de commis de cuisine. C'est déjà, pour commencer, on va déjà aller par là, parce que ça, c'est des commissions paritaires, c'est obligatoire, c'est d'ordre public. Maintenant, pour répondre à la question de manière plus précise, les 43 400, je rappelle qu'il y a aussi deux autres contraintes qui viennent s'appliquer. Il y a au niveau des commissions paritaires une fonction à ma connaissance où les barèmes sont supérieurs à ce minimal-là, c'est les pharmaciens. Et donc, effectivement, pour les pharmaciens, ce sera encore un peu plus élevé, mais pas beaucoup plus, hein. Donc, les pharmaciens gérants, même débutants, ont une rémunération qui dépasse de quelques dizaines d'euros le minimum pour être hautement qualifié, par exemple. Mais également, on prend en considération les pratiques au sein de l'entreprise. Certains groupes chimiques en Belgique ont, comment dire, une position qui leur permette d'aller au-delà, et largement même au-delà des barèmes qui sont imposés par les commissions paritaires, y compris pour le personnel local. Et franchement, vous seriez étonné si je vous disais, bon, je ne le ferai pas, je n'ai pas le droit, hein, si je vous disais quels sont les montants qu'ils pratiquent au sein de ces entreprises-là. C'est parfois, on se dit, OK, il existe un autre monde, quoi, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Messou Betoukou. Messou, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé votre nom. Donc, vous pouvez prendre la parole, monsieur. D'accord. Bonjour. Bonjour. Petite question. La première, c'est savoir, est-ce qu'un employeur peut-il faire une demande pour un futur, voilà, son futur cadre qu'il peut engager tant qu'il est en dernière année? Est-ce qu'il peut déjà anticiper, vu que les démarches prennent énormément du temps? Est-ce qu'un employeur vous lui donne cette possibilité-là, voilà, dans le dossier du candidat, il n'y aura pas les diplômes. Est-ce qu'il peut anticiper de faire une demande bien avant que voilà, le futur cadre ne puisse décrocher son diplôme? Est-ce qu'il y a une procédure pour ça? C'est la première question. D'accord. Voilà. La seconde, j'aimerais me renseigner, en fait, pour les ingénieurs qui ont suivi ce qu'on appelle une transformation. Voilà. Ils ont changé des filières. Voilà. Je vis qu'il y a une possibilité qu'en tant qu'ingénieur, à la fin des études, voilà, tu peux faire une conversion. Par exemple, voilà, les ingénieurs peuvent faire de l'enseignement et que, par exemple, c'est un domaine où il y a des pénuries, par exemple, du côté des maths, physique et autres. Et je me dis, du coup, ces domaines-là, est-ce qu'on peut prendre le volet pénurie pour un ingénieur? Parce qu'on a dit que ce sont des cas spécifiques, voilà, on ne tenait pas compte des pénuries. Est-ce que dans ces cas-là, les cas de pénurie peuvent être pris en compte pour un ingénieur qui peut jouer en sa faveur ou bien c'est ipso facto, donc on met ça de côté? Voilà, merci. OK. Donc, pour répondre à la deuxième question, le métier d'enseignant n'est pas repris sur la liste des métiers en pénurie en région wallonne. Donc, voilà, la réponse est là. De nouveau, vous avez toujours la possibilité de faire valoir votre diplôme tant qu'il est en lien avec la fonction à pourvoir et à partir du moment où la rémunération y est. Donc, à ce moment-là, vous obtiendrez un permis unique pour personnel hautement qualifié. Maintenant, en ce qui concerne les délais, je ne sais pas ce qu'il se raconte, mais comme je l'ai dit à la première personne qui est intervenue, à partir du moment où les conditions sont réunies, que la demande est limpide et complète, ça ne durera pas 4 mois, hein. Ça va être beaucoup plus rapide que cela au niveau de la région wallonne, mais de nouveau, je ne peux pas me prononcer au niveau de l'Office des étrangers. Mais l'Office étranger a bien réduit ses délais aussi. Chez nous, donc, s'il manque des pièces, etc., donc, si on doit passer des semaines à réclamer des pièces, c'est clair que ça va prendre plus de temps. Mais un dossier complet et conforme à la réglementation, je vous dis, généralement, ça prend de l'ordre d'un mois, si pas moins chez nous. Je dis, je ne peux pas vous donner la règle absolue. Et l'Office étranger, s'il voit que tout est impeccable, ça ne prend pas très longtemps non plus maintenant. Voilà. Pour l'instant, malgré le fait qu'on est à peu près tous confinés en télétravail, on a su s'organiser pour ne pas laisser de demandes en attente. Et pour l'instant, des demandes à traiter pour lesquelles il n'y a pas encore d'agent traitant qui s'est désigné, il n'y en a pas qui datent de plus de 3 jours, hein, je vous le garantis, parole de scout, hein.
Donc, on est sur les dossiers. Il y a sans doute un petit peu moins de demandes qu'il y a un an aussi. Et donc, voilà, pour l'instant, on prend ça, tout est pris en charge sans trop de problèmes. Et on répond en des temps tout à fait raisonnables par rapport à tout ça. Voilà. Maintenant, malheureusement, pour la question du diplôme à avoir prochainement, voilà, on peut toujours constituer un dossier sans qu'une demande ne soit officiellement introduite pour s'assurer que tout se passera bien, pour enseigner utilement un employeur et un travailleur qui sont intéressés pour collaborer ensemble. Mais le diplôme sera bel et bien un élément essentiel. Et voilà, il faudra quand même le produire à un moment donné. De la même Ce qu'on peut manière, toujours faire, évidemment, c'est nous envoyer un maximum d'informations, voilà. avec notamment des cotes et des choses comme ça. Et puis alors, je dirais, on pourra octroyer le jour où le diplôme est obtenu, on nous envoie une copie. Et si vraiment tout est bien, à la limite, on peut presque le faire dans les jours qui suivent. Tout à fait, on peut faire ce genre de choses aussi, hein. Et alors, pour ce qui était de la question de savoir est-ce qu'en effet on peut aller comme enseignant, etc., donc mon collègue l'a déjà dit, ça ne fait pas partie officiellement des fonctions en pénurie, mais pour ce genre de choses-là, il ne faut pas hésiter à demander à l'employeur d'aller, je dirais, justifier un maximum la situation. Parce qu'en effet, notre réglementation est applicable à toute une série de stations relativement standardisées, mais nous sommes aussi dans un secteur où on sait bien qu'on se retrouve avec des situations humaines spécifiques, on se trouve avec des situations d'emploi spécifiques. Et donc, voilà, le législateur n'a pas prévu toute une série de choses. Pour vous donner un exemple très simple, tout ce qui est notamment les techniciens pour les entreprises nucléaires, pour Tihange, ben, on n'a pas fait de catégorie spécialement pour. Et donc, on nous explique quand même que la plupart des gens là-dedans sont des gens qui sont payés des montagnes d'argent, plus que vous et moi, mais qui n'ont aucun diplôme parce que c'est de l'expérience. Et donc là, en effet, ça n'entre dans aucune de nos catégories. Donc, si on fait des dossiers, je dirais, on nous explique en effet toutes les raisons pour lesquelles cette personne, on ne pourra pas le trouver sur le marché de l'emploi, etc. Et si en effet on a un dossier complet et je dirais sérieux, on peut aussi voir comment traiter ça et voir auprès de la ministre ce qu'il en est pour des éventuelles dérogations. Mais voilà, c'est vraiment pour des cas qui ne seraient pas prévus par la réglementation, mais éventuellement pour des pénuries, en effet. Voilà, maintenant il faut savoir que des choses peuvent se traiter beaucoup plus vite qu'on ne le pense, hein. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce qui se raconte, mais dans le cas précis d'un technicien spécialisé, il m'est arrivé un jour de recevoir une demande le matin, d'être à midi dans le bureau du cabinet du ministre pour lui soumettre une dérogation tellement c'était urgent, c'était pour réparer des centrales nucléaires, et le soir, le gars commence à bosser, hein. Mais là, on n'avait pas le choix, il fallait faire vite, hein. Voilà. D'accord, merci. Et peut-être une dernière préoccupation. Est-ce que tout ce que vous avez dit reste d'application juste dans la Wallonie ou bien c'est aussi dans Bruxelles, en fait? Non, ce n'est pas valable aux autres régions. Donc, Je sais notamment que les minima pour être hautement qualifiés sont différents. Mais les principes généraux sont quand même relativement les mêmes. Donc, évidemment, tout ce qui est les règlements, tout ce qui est les dispositions fédérales sont les mêmes, quelle que soit la région. Et alors, le corpus général, donc je dis un accord de coopération qui prévoit en effet comment doit se dérouler la demande de permis unique. Là, la procédure est tout à fait la même. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est engagé entre les différentes régions. Ce qui peut un peu changer, c'est les conditions de fond. Donc, les critères d'octroi peuvent être un peu différents, notamment pour ces montants-là. Mais ils ne sont pas non plus très, très éloignés en général. D'accord, merci. Pas de souci. Voilà, donc ici, je n'ai plus de main levée ni de questions écrites. Il est 14 heures, donc je propose, si vous êtes d'accord, d'arrêter ici la séance. Et juste peut-être une petite dernière recommandation. Donc, je vous ai dit qu'on va passer à un mode d'introduction électronique, donc à partir en principe du lundi 31 mai. Et donc, s'il y a des demandes rapides à introduire, voilà, l'outil commence à être éprouvé, etc. Simplement, ce sont d'autres modes de fonctionnement. Donc, si vous avez le choix entre introduire ça le 1er juin ou le 30 mai, a priori, pour avoir plus de garantie si vous avez vos habitudes, essayez peut-être de le faire avant la fin du mois. Ok, merci. Donc, ce que je propose, c'est que si les participants ont d'autres questions, qu'ils me les transmettent et je vous les transmets, ou alors je leur donne directement vos coordonnées pour qu'ils puissent vous contacter et poser la question. Oui, donc pour les cas individuels, donc nous avons une permanence téléphonique tous les matins, voilà. Donc de 9h30 à 12h au 080 33 43 92, c'est dans le slide.
et de manière, donc ça c'est pour la permanence téléphonique. On ne répond généralement que pendant ce laps de temps-là, notamment parce que je vous dis, on se relaye au bureau pour l'instant par rapport à ça. On est tous en télétravail, donc c'est pas toujours très simple. Par contre, les demandes écrites par mail, c'est beaucoup plus souple évidemment. Et alors l'avantage des mails, c'est un avantage pour vous et pour nous, c'est que je dirais par exemple pour les noms ou pour des éléments précis, c'est quand même beaucoup mieux. Et alors de votre côté, en principe, les demandeurs, les gens qui nous écrivent, ont une réponse écrite, ce qui est mieux pour eux aussi. Ok, ben je vous remercie. Alors, je vois la dernière question. La liste des métiers en pénurie est reprise sur quel site Internet? Je suppose que c'est sur votre site. Oui, c'est repris et je l'ai également reprise dans les slides. Oui, okay. Donc voilà. Sinon, ben, c'est à quelque part à droite un lien sur notre site, sur la page principale du service. Est-ce qu'éventuellement, je pourrais récupérer le PowerPoint pour le mettre sur la plateforme Hummons Career Center? Bien en sûr. PDF, hein, éventuellement. Ça va? Bien sûr. Oui. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Donc, merci beaucoup aussi aux étudiants et aux diplômés qui étaient présents, qui ont posé des questions. Donc, voilà. Je vous remercie. Au revoir. Oui, au revoir. Bonne journée. Au revoir.